Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne YouTube Dis on joue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon top 10 des jeux de société de 2022. Dans cette vidéo, je ne serai pas toute seule puisque je serai accompagnée de l'homme qui partage ma vie, de mon compagnon. Et à nous deux, on va vous parler des 10 jeux qui ont marqué respectivement notre année 2022. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez les vidéos que je fais sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis plongeons dans le vif du sujet. C'est parti! Je suis très contente de t'avoir avec moi dans cette vidéo. Merci de m'inviter. Mais avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que tu pourrais un peu présenter ton profil de joueur? Oui, donc moi tout d'abord je suis un joueur qui préfère le deck building et les jeux d'ambiance familiaux, les jeux qui sont pas trop grands, pas trop longs, avec des règles pas trop compliquées. Ouais, généralement les jeux qui dépassent 1 heure, ça passe pas. Hein. Ça dépend le jeu, on verra dans ma liste. Dans ta liste, il y a des jeux qui dépassent 1 heure? Je crois pas. Ça m'étonnerait. Donc on est ici pour vous présenter notre top 10 des jeux sortis en 2022. Donc il y a plusieurs contraintes. Non seulement le jeu doit être sorti en 2022, c'est pour ça que cette vidéo elle va se distinguer de la vidéo que j'avais fait en milieu d'année qui reprenait le top de mes jeux jusqu'à cette date là. Donc c'était, je pense qu'elle est sortie vers fin du mois d'août, début septembre. Et là elle regroupait tous les jeux auxquels j'avais joué au début d'année. Donc il y avait aussi des jeux qui dataient d'avant 2022. Ici on se focalise vraiment sur les jeux sortis en 2022, sortis en français. Déjà, dis-moi, est-ce que ça a été difficile pour toi d'établir ce top 10? Oui et non. Il y avait à un niveau, il y avait deux jeux pour lesquels j'hésitais à la même position, ouais. Sinon c'était relativement fluide. Il faut dire que la plupart des jeux tu les aimes pas, donc ça épure quand même beaucoup. Ah, ça c'est faux, la plupart des jeux je les aime bien, mais je n'aime pas non plus les jeux qui sont classés dans les catégories que je n'aime pas trop, donc c'est-à-dire les gros jeux experts, les trucs comme ça. Donc ça trie mon classement et ça a été relativement vite, donc voilà. D'accord. Donc les jeux, ils sont là derrière nous. Tous les jeux de 2022 auxquels on a joué, la plupart, hein, j'ai essayé de caser la plupart des jeux. Le principe c'est toujours qu'on ne connaît pas le top 10 de l'un et de l'autre, donc on va le découvrir tous les deux en même temps. Et on va prendre les jeux justement derrière nous au fur et à mesure. Voilà. C'est parti? T'es prêt? On commence avec notre numéro 10. Alors vas-y, je t'en prie, tu peux commencer. Tu peux aller le prendre derrière toi si tu le retrouves. Voilà, dans ton dos alors. Non, toi tu regardes pas. D'accord, je regarde pas. D'accord, ok. Hop. Ah. Ouais, pour moi c'est Smart 10 le 10. En plus Smart 10. En plus c'est Smart 10. Waouh. Pour le coup. Pourquoi Smart 10, pourquoi 10e? Déjà 10e, c'est-à-dire que c'est un très bon jeu. Et surtout que Smart 10 c'est facile à prendre en main. Ce sont des règles simples, c'est de la culture générale pour la famille, on peut jouer entre amis, on peut jouer avec les collègues. Et le matériel est super pratique. C'est très bien ficelé dans sa boîte, donc voilà, c'est de la culture en général, donc on peut trier les cartes si on le souhaite. Le système, la mécanique de jeu, elle est très facile pour tout le monde, petits et grands, jeunes et plus âgés, donc ça c'est vraiment très chouette. Surtout ça mêle culture générale et stop ou encore. Puisque le principe du jeu c'est que il y a une question qui est posée au centre de la carte. Par exemple, quelle est la couleur de cette fleur? Et puis il y a 10 propositions de fleurs et tour à tour, chaque équipe va sélectionner une fleur et dire voilà, moi je pense que cette fleur elle est bleue. Hop, on retire, il y a un petit cache, comme un petit bouton noir, on le retire et là on voit si effectivement la fleur était bleue ou non. Si elle était bleue, super, on garde le petit bouton noir et on le met de côté et c'est à l'équipe suivante de sélectionner une fleur. Mais il faut savoir s'arrêter à temps parce que si jamais on échoue, on perd tous les boutons qu'on a accumulés pendant cette manche là. C'est un jeu qui se joue très bien en équipe, il y a vraiment cette prise de risque et moi parfois j'ai l'impression que tu t'y connais un petit peu plus que moi, mais tu prends plus de risques, alors au final du coup ça m'avantage, donc ça c'est pas mal aussi. Tout à fait. Et effectivement on y a joué pendant les fêtes en famille, avec les parents, avec les grands-parents aussi, et c'est vrai que c'était un très bon moment. Ouais.
Ouais, je valide tout ce que tu as dit. Tu as l'idée de ce que ça pourrait être mon top 10? Toi, dis mon numéro 10? En 10? Ah non, c'est trop... Il y a trop de possibilités. Je sais pas, non. J'ai aucune idée, je ne préfère pas. Ok, je vais le chercher. Ah, yes. Et voilà, moi mon 10e c'est District Noir. J'ai le pressentiment qu'il va se retrouver aussi dans ton top, alors je ne sais pas du tout à quelle place, mais il y a des chances. Ce jeu il est hyper simple. Le principe c'est que on a chacun des cartes en main et il y a une rivière de cartes en fait qui va se former au centre de la table. À son tour on a deux choix, soit on met une carte au centre de la table, soit on prend les 5 dernières cartes qui ont été posées. Mais si on prend les 5 dernières cartes, on pourra le faire qu'une fois par manche. Donc il faut bien choisir le moment pendant lequel on va justement choisir ces 5 cartes. Ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est que il y a vraiment un aspect, on va essayer de tenter l'autre en mettant des plus ou moins bonnes cartes pour qu'il soit tenté d'aller chercher les cartes et puis mettre les cartes seulement après qui nous intéressent. Ouais. C'est un peu filou comme jeu, mais c'est pas du tout un jeu méchant. Non. Ça se joue super vite, c'est assez addictif quand même. On a envie quand même de refaire... facilement une deuxième. Ouais, on peut en refaire assez facilement. Moi je suis contente parce que j'ai fait jouer... plusieurs personnes, dont une personne qui n'est pas trop jeu de société et qui a tout de suite été l'acheter après. Ah ouais. Et alors au niveau du scoring de fin de partie, en fait on va marquer des points. Il y a plein de familles différentes de cartes. La personne qui a la majorité des cartes va marquer les points de cette famille. Mais si jamais une personne à tout moment pendant la partie a les 3 cartes villes, c'est elle qui c'est elle qui remporte la partie. On compte pas les points. La partie elle s'arrête immédiatement. Ouais, c'est ça. Tu veux le dire que c'est comme ça que tu as gagné la dernière fois? Entre autres. Numéro 9. Alors, c'est quoi ton numéro 9? Eh bien, ni plus ni moins que... District Noir. District Noir. Mais non. Comme on vient juste de le dire, mais il ne pouvait pas être premier, mais dans son style de jeu. Il a sa place là, et puis j'adore le graphisme un peu très tranchant avec la possibilité de mettre des malus à l'autre, de jouer un petit peu avec une petite tactique très sympa, mais en même temps voilà, c'est assez rapide. Ça se joue à 2 dans le divan le soir avec un petit rouge, et du coup moi j'adore. Toi, il faut dire que tu es particulièrement sensible aux illustrations et au graphisme des jeux de société puisque tu es graphiste. Voilà, éventuellement. Donc c'est clair que déjà si un jeu a un beau visuel, tu vas déjà être plus attiré à... Ouais, c'est ce qui attire mon œil. Ouais, ça va t'attirer. Après si la mécanique est nulle, voilà, ça passera au-dessus, mais si c'est beau et si c'est bien, il y a de fortes chances que ça me plaise. Voilà, et là, comme de fait, il est en numéro 9. Qui a vraiment tout cartonné chez moi. Je pense que c'est le jeu aussi, on va l'avoir dans nos tops à tous les deux. C'est Splendor Duel. Ah yes. Ouais. Splendor Duel, c'est la version à 2 joueurs de Splendor. Splendor qu'on adorait déjà. Hein. Splendor, c'est une course à celui qui va atteindre les objectifs pour mettre fin à la partie le plus rapidement possible. Dans cette version, il y a 3 façons de le faire. Il y a un nombre total de points, il y a un nombre total de points par couleur de carte, qui est moins élevé, mais on ne compte que les cartes d'une famille. Et il y a aussi les couronnes. Ça reprend grosso modo la mécanique de Splendor, mais dans celui-ci, il y a un aspect un peu plus... Il y a plus d'interaction entre les joueurs. On va plus faire attention à ce que fait l'autre et surtout même à ce que nous on fait, parce qu'il y a certaines actions qu'on va faire qui vont donner des faveurs à l'autre joueur et ça on n'a pas trop envie. Hein. Donc on va éviter de le mettre dans une position où il est un petit peu trop avantagé et voilà, on va un petit peu plus s'ennuyer que dans le Splendor de base. C'est gentiment dit. Puis la façon d'aller chercher les jetons, c'est le fameux jeton avec lesquels on va acheter les cartes. On pourra plus aller les chercher n'importe comment. Il y a une grille effectivement et on doit prendre des gemmes qui sont adjacentes. Donc on pourra en prendre 3, que ce soit en diagonale, verticale, horizontale. Et donc même quand on va les prendre, on va aussi faire attention à lesquels on va prendre pour qu'on embête un petit peu notre adversaire en n'en laissant pas trop à la suite.
par exemple. Il y en a qui étaient assez sceptiques en fait par rapport au fait qu'il y ait une version duel parce que le Splendor de base fonctionne déjà très bien à deux. Ah oui. Mais je trouve que les ajouts qui ont été faits fonctionnent très très bien. Splendor, c'est un jeu de Marc-André. Ici on retrouve cette touche de Bruno Catala qui ajoute justement, je présume, ce petit piment en plus. Et ça fonctionne super bien. Ouais, je valide pareil. Bah, il faut dire que par exemple nous en vacances on l'avait pris avec nous, j'avais pris d'autres jeux, finalement on a joué qu'à ça. On a joué qu'à ça parce que ouais, il est vraiment très très sympa et je pense qu'à deux on va plutôt jouer à celui-là maintenant que au Splendor de base, même si je l'ai plus parce qu'on me l'a piqué, mais même indépendamment de ça. C'est le destin. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire part de ton numéro 8? Alors, le numéro 8, est-ce que tu as une idée du coup? Non, aucune idée. Aucune idée. Alors, le voici. Ah, c'est Five! Ouais. Ah, mais trop bien! J'aime vraiment beaucoup. J'adore l'univers déjà, donc le graphisme, l'univers, la plage. Ouais, mais le graphisme, je trouve que le graphisme sur le matériel, il est moins beau que la... Bah oui, bon ça c'est peut-être l'unique, on va dire, point négatif. Ouais. À un certain niveau, c'est pas très grave, mais c'est quand même du bon matos, c'est quand même bien fait. Le plateau. Oui, la qualité est bien, les illustrations sont un peu grossières par rapport à la boîte, mais il est vraiment très très bien. Mais ça fait très familial par le style quand même. J'aime bien les petits objectifs qu'on va devoir remplir au fur et à mesure du jeu, marquer plus de points. On peut quand même être. Enfin, c'était bien à 4, c'était chouette. Je trouvais que c'était un bon nombre pour eux. Oui, bah même à 2 ça se joue bien aussi. Hein. Et à 2 c'était bien aussi. Puisque au final c'est des jeux dans lesquels t'es quand même chacun dans ton coin, même s'il y a une course au premier qui atteint un objectif. C'est ça. C'est vrai que ça tout se fait un peu en simultané et du coup ça peut relativement être rapide quand même. Oui, et j'aime bien cette mécanique de jeu là, elle est assez originale. Five, c'est un jeu abstrait dans lequel on va piocher des petits jetons. On va en avoir du coup le choix entre 2 à chaque fois et on va les placer sur sa grille. Bien sûr on va pas les placer n'importe comment parce que en fait quand on place un jeton il faut qu'il y ait obligatoirement au moins un objectif qui pointe vers ce jeton. Et les objectifs, c'est nous qui allons les mettre au fur et à mesure autour du plateau. On a des jeux comme Calico par exemple où les objectifs sont déjà prédéfinis sur le plateau, tandis que là c'est nous au fur et à mesure de la partie qui allons les mettre tout autour du plateau parce que chaque ligne va avoir un objectif, chaque colonne va avoir un objectif et même les diagonales aussi vont nous permettre de remplir des objectifs et on doit bien agencer ces jetons parce que chaque jeton est unique et a un motif, une couleur et un chiffre. Ouais, exactement. C'est un style de jeu qui sort beaucoup en ce moment, hein. On a Cascadia, on a Calico, Overboss aussi qui est sorti récemment. Mais c'est vrai que celui-là, moi je l'aime vraiment beaucoup aussi parce que il y a quand même cette mécanique originale de c'est nous qui allons placer les objectifs. Puis il y a une course au premier qui va réussir un certain type d'objectif. Celui-là va avoir un petit bonus supplémentaire. Donc ouais, il est vraiment sympa. Je trouve ça cool qu'il se retrouve dans ton top. Ouais, il est très bien placé. Moi j'adore ce jeu. Mon numéro 8, à moi, tu pourrais pas le deviner puisque tu n'y as pas joué. Ah bah oui, du coup. C'est un jeu expert qui est passé un peu en dessous des radars, on l'a pas entendu en parler tant que ça. Moi, je vais pas arrêter de vous rabâcher les oreilles avec, mais sinon auprès d'autres personnes, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce jeu. Stroganov, c'est un peu le Parks expert. C'est-à-dire que Parks, tu y avais joué ? Parks, oui. Tu te souviens, il fallait déplacer le petit randonneur de tuile en tuile. On a un petit cosaque qu'on va déplacer de tuile en tuile. Les illustrations sont incroyables. Ouais, pas mal. Ah, c'est super joli. J'aime beaucoup ça. Bon, dans Parks, on prenait en photo les animaux. Ici, on les chasse. C'est un peu moins sympa pour les animaux. Mais par contre, là où on était quand même assez limité dans Parks, dans Stroganov, on va pouvoir faire plein d'actions différentes à son tour. Je pense que tu as 2 actions que tu peux faire qui sont gratuites et puis tu peux payer pour faire des actions bonus également. Donc on va essayer de remplir des cartes objectifs en allant chasser
des animaux. Il y a des tuiles aussi qu'on peut récupérer au plateau et faire des collections de tuiles. Enfin, il y a beaucoup de façons de marquer des points. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, mais c'est un jeu calme quand même. Et du coup, je le trouve très relaxant. Moi, j'aime bien en parler parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de ce jeu alors qu'il est super bien. Il n'y a pas des masses non plus d'interaction avec les joueurs, ça il faut le savoir. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez dans les jeux, bah là, il n'y a pas tellement d'interaction. C'est plutôt d'interaction négative où vous allez chercher les animaux que peut-être quelqu'un convoite. Mais il y a toujours moyen de contourner ça en utilisant des petits bonus qui vont venir transformer l'animal que vous voulez aller chercher. Je sais que je vous en ai rabâché les oreilles cette année, mais voilà, je pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 10 de 2022. C'est évident. Les numéros 7. C'est un jeu qui plaît à beaucoup. Qui plaît à beaucoup? Ouais, c'est un jeu qui plaît à beaucoup. Acropolis. Ça aussi, ça plaît à beaucoup, bien sûr, mais ouais, non, je vais te le dire. Vas-y, surprends-moi. J'ai kiffé ça. C'est un petit look vintage qui me plaît bien. En plus de ça, c'est un chouette style. Il ne faut pas chercher des grands graphismes comme Stroganoff. Là, voilà. Mais dans son style, c'est vraiment top. C'est rapide, on peut jouer à beaucoup, voilà, jusqu'à 6. 8 ans et plus, c'est logique. Et en fait, c'est ni plus ni moins un bingo revisité. Voilà, mais vraiment, vraiment très cool. Il y a une carte qui est dévoilée à chaque tour et on va annoncer le prochain numéro et le 6. Voilà. Au départ, on a effectivement 3 cartes avec des grilles de chiffres et on va venir cocher le numéro 6 sur une de nos grilles. Ici, quand on a un chiffre, il est pour tout le monde et forcément on le coche si on l'a, si on le retrouve dans nos grilles personnelles. L'idée c'est de remplir les grilles nous donnent des bonus. Le bonus, il y a différents types, mais parfois ça va nous permettre d'aller cocher un chiffre dans une autre grille, peut-être de terminer cette ligne là aussi, et hop, on peut faire des petits combos comme ça. Ouais, ça c'est vraiment cool. Moi je l'ai apprécié, mais il n'est pas dans mes tops des Roll & Write. Je pense qu'on me l'a survendu aussi ce jeu. Ah ouais. Moi on me l'a survendu comme étant un jeu incroyable, le meilleur des Roll & Write et du coup quand je l'ai eu, je me suis dit oui c'est cool, j'aime bien. Il y a vraiment en fait c'est la facilité avec laquelle on va prendre en main le jeu, avec les petits combos qu'on va faire, ils sont super agréables. Il est sympa, mais bon voilà je spoil déjà, mais moi il me se retrouve pas dans mon top. On a bien compris, excusez-moi. Moi mon numéro 7 c'est Tiletoon. J'en ai jamais parlé parce que c'est un jeu qui est sorti fin d'année 2022 mais que j'ai découvert que ici en début janvier. Mais il est bien sorti en 2022 donc il a toute sa place dans cette vidéo. C'est un jeu de gestion. À son tour on va sélectionner un dé. En fait il y a des dés qui sont lancés et qui sont regroupés autour d'une roue d'action. Déjà ils sont de couleurs différentes. Chaque couleur de dé correspond à une ressource que tu vas aller récupérer. Plus la valeur du dé est élevée, plus tu vas récupérer de ressources. Si il y a un 5, tu vas récupérer 5 ressources d'un type. Par contre, plus la valeur du dé est élevée et plus tu vas récupérer de ressources, moins tu vas pouvoir faire d'actions. Donc c'est très lié au dé quand même. À la chance que tu as avec les dés. Non, parce que tu les choisis les dés, tu les vois tous, ils sont lancés au début de tour et puis ils restent. Tu vas pouvoir faire plusieurs actions différentes, tu vas pouvoir aller envoyer, je pense que c'est ton marchand justement sur la carte pour aller construire par exemple des comptoirs. Tu vas pouvoir aller aussi envoyer ton architecte pour participer à la construction de cathédrales. Et en fait, à chaque fin de manche, tu vas avoir un décompte intermédiaire. En fait, il y a une foire qui se tient dans une des villes et il faut que tu aies soit un comptoir, soit que tu es ton commerçant, alors je suis pas sûre que ce soit le commerçant, mais bon, l'idée vous l'avez, soit le commerçant dans cette ville-là pour pouvoir participer au scoring de manche. De fin de manche. Et alors le scoring va te dire tu as X points si tu as X comptoirs présents sur le plateau, par exemple. Mais il est impératif qu'on ait un comptoir ou son commerçant dans la ville où se tient la foire. Sinon, t'as beau avoir plein de comptoirs partout, si t'as pas de comptoir dans la ville ou t'as pas ton commerçant dans la ville, tu n'as aucun point. Et à la fin de partie, tu marques aussi des points, mais d'une façon différente. Donc il y a tous ces décomptes intermédiaires et puis toutes ces foires qui se tiennent. Et puis il y a un scoring final qui est un petit peu différent. Franchement, il est assez facile à comprendre. Il est super intéressant, mais il n'est pas non plus prise de
de tête. Pour un jeu de chez Board & Dice de cette gamme, il est quand même un petit peu plus léger qu'un Teotihuacan par exemple. Et surtout, il y a plein de combos que tu peux faire. Okay. Et ça, moi, j'ai surkiffé les moments où je faisais un combo. C'était vraiment, voilà, vraiment très très bien. J'y ai joué qu'une fois et pourtant il se retrouve déjà dans ce top. Et j'ai trop envie d'y rejouer. Je sais que je pourrais pas y rejouer avec toi parce que... Ah oui, attention, c'est dans la vidéo. Hein. Dans la vidéo. Après, c'est combien de minutes? C'est 60 à 100 minutes. On peut peut-être essayer. Ah non, tu l'as dit. Ah, c'est trop tard, tu l'as dit. On serait pas au numéro 6. 6. Tu vas nous parler de ton numéro 6? Oui, tu vas adorer. Ah. Vous allez adorer. Oh, j'étais sûre sûr qu'il allait se retrouver dans ton top celui-là. Ben oui, non mais matez-moi cette boîte. Attendez, je fais ça. Parce qu'avec le reflet, on voit pas la dorure. Ouais. Le style, il est juste ouf. Enfin, je veux dire, la boîte, le matos. Ouais. Donc, Mob Big Apple. C'est un grand oui. Donc 6ème pour moi. C'est vrai, franchement, il aurait pu être encore mieux classé. Mais c'est vrai que j'ai trop eu du mal avec les 5 autres. Les autres. Ce jeu-là, on joue à 2. Exclusivement à 2. Matez-moi des icônes, des petits cocktails. 2 cocktails pour dire 2 joueurs. C'est rapide, 35 minutes, 40 minutes, c'était torché. Vous voyez que l'accent est mis tout de suite sur les illustrations. On sait pas encore de quoi retourne le jeu. Hein. Big Apple, on est à New York. Oui, on est des gangsters. On est des gangsters et en fait c'est un affrontement entre 2 gangs. C'est ça. Dans une rue un peu glauque. On arrive en voiture, on est dans les années 50. Et l'idée c'est qu'il y a des butins sur plusieurs pistes de jeu. Plusieurs quartiers, oui. Voilà, excusez-moi. Et à nous de poster le plus grand nombre de voitures avec des gens dedans. Comme tu disais, le plateau il est incroyable. Oui. Avec les dorures et même les illustrations, elles sont trop belles. C'est hyper quali. Chaque joueur a des jetons aussi. Les membres du gang sont en bois. Dans ce jeu, ce qu'on va faire, c'est que à son tour, on va lancer 2 dés. Il y a un dé noir, il y a un dé blanc. On va choisir un dé qui va désigner le quartier. Donc si c'est le dé par exemple noir 3, on va devoir sélectionner le quartier correspondant à ce dé là. Et l'autre dé du coup va déterminer le nombre de gangsters qu'on va envoyer en voiture dans ce quartier là. Et une fois qu'on a fait les actions de choisir un quartier et d'aller envoyer des gangsters dans ce quartier, il y a un plateau d'action qui va nous permettre de faire différentes actions différentes. Ça peut être d'aller ajouter une marchandise dans un quartier, ça peut être de déplacer... déplacer d'une voiture d'un quartier à l'autre. Déplacer, c'est ça, des hommes d'un quartier à un autre, parce qu'on voulait pas les envoyer dans ce quartier-là, mais on n'a pas eu de chance au dé. En fait, c'est un jeu de majorité, donc quand on va avoir la majorité dans le quartier, et bien à la fin du jeu, on va récupérer les marchandises. À la première manche, si tu as 3 gangsters et que moi j'en ai 2, eh bien il y a 2 gangsters, il y a mes 2 gangsters et tes 2 gangsters là qui vont s'annuler. Il y en a un des tiens, le 3e, qui va rester dans le quartier et qui restera là pour la manche d'après. Et à l'issue des 3 manches, celui qui a le plus de gangsters dans le quartier va récupérer toute la marchandise. Moi aujourd'hui je le mets en 6 parce que c'est vraiment on doit l'avoir à la maison, on peut jouer à 2 facilement. Et il est très sympa et c'est vrai que nous en plus on y joue avec une petite musique, une petite playlist, voilà, c'est trop bien. Yes, on n'est pas mort mais... Paix à son âme. On pense à toi ce soir. C'est un jeu que j'ai adoré dès qu'on y a joué. À 2. On y a joué à 2, c'est Paper Tales. Alors j'ai hésité à le mettre dans la sélection parce que c'est une réédition, c'est pas un jeu qui est sorti cette année. Mais moi j'étais complètement passée à côté, je ne connaissais pas du tout le jeu et j'ai vraiment adoré. En plus, les illustrations elles sont belles. Bon, la boîte, ça aurait pu être mieux.
Je suis pas forcément fan, mais par contre les illustrations des cartes, elles sont incroyables. On va avoir des cartes en main et on va les poser pour constituer son royaume de 4 cartes. Les cartes du devant vont servir pour la phase de combat et les cartes qui sont à l'arrière, on ne va pas considérer leur valeur de combat dans l'affrontement qu'il va y avoir entre les joueurs. Cette phase de combat, c'est une manière de gagner des points. Mais il y a une autre manière de gagner des points, et puis c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont là dans le royaume, c'est que en fonction des ressources qui vont être indiquées sur les cartes, on va pouvoir construire des bâtiments qui sont aussi une source de points. Et il y a une mécanique hyper intéressante de temporalité des cartes, c'est-à-dire que vos cartes, elles vont rester en face de vous pendant le tour où vous les avez placées. Et puis en fait en fin de manche il va y avoir un petit jeton qui va être ajouté sur vos cartes et elles vont encore être présentes pour le tour d'après, mais après en fait elles vont s'épuiser, vous allez devoir les retirer du jeu. Donc vos cartes elles sont pas là très longtemps, après elles vont... Il y a un turnover obligatoire. Oui c'est ça, après on va devoir les défausser. Donc il y a cette mécanique de temporalité des cartes qui est hyper intéressante. Cool. Oui, tu peux pas non plus rester sur ta stratégie ad vitam aeternam si elle est gagnante. Non. Tu vas devoir les renouveler. Et bien sûr, entre les manches, quand on va sélectionner les cartes, il y a une phase de draft. Bon, bien sûr, moi, le draft, ça fonctionne tous les coups, puisque moi, j'adore. Mais non, j'adore le draft. Il n'est pas trop compliqué, mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même une logique pour l'appréhender. Il faudra au moins 2 parties pour bien assimiler le jeu. Et alors, ce qui est bien, c'est que du coup, cette boîte, elle comprend une extension. Enfin, elle comprend les 2 extensions du jeu. Déjà, avant que vous ayez fait le tour et que vous connaissiez bien les effets des cartes, les effets des cartes bâtiments, voilà, vous aurez déjà quelques parties dans les pattes. Et puis après, si vous avez besoin d'un petit peu de renouveau, eh bien, il y a les extensions qui sont présentes dans cette boîte. Donc moi c'est vraiment un jeu que je vous conseille absolument. Tu l'avais bien aimé aussi. Bien aimé. Tu l'as pas trop en tête parce que tu t'y as joué qu'une fois et c'était pas assez pour toi. Sinon je suis sûre qu'il serait dans ton top. C'est juste qu'il y a joué qu'une fois et du coup il sait pas, mais en fait il est dans son top. Voilà. Numéro 5. Numéro 5 déjà. Pourquoi Skull King? Parce que c'est trop bien Skull King. Skull King, petit jeu qu'on peut prendre pour le coup partout, s'il te plaît. Oui, clairement. Là, Skull King, c'est une réédition en 2022, si j'ai bien compris, le jeu existe depuis longtemps. Un jeu de pli, un jeu de cartes très simple, quelques règles, avec une petite carte qui reprend les règles, comme ça on peut les avoir avec nous tout au long de la partie, donc ça mange pas de pain, mais c'est cool. C'est un jeu de pli, il y a des cartes qui vont de 1 à 14, dans des couleurs différentes, donc si quelqu'un pose une carte, donc initie le pli dans une couleur, les autres vont devoir suivre dans cette couleur, mais en plus il y a des cartes personnages qui sont supérieures aux chiffres. Les pirates priment sur tous les chiffres. Et il y a le Skull King, qui est le chef de nous, quoi. Le big boss. Mais le Skull King, il est... C'est le chef des pirates, il a son faible pour les sirènes. Voilà, c'est ça. Et du coup, si quelqu'un a joué une sirène, le Skull King, il faillit. L'aspect qui est intéressant aussi dans Skull King, c'est que on va devoir parier sur le nombre de plis qu'on va remporter. Si vous avez une main de cartes qui est vraiment merdique, là vous allez dire moi je vais remporter 0 pli, et du coup c'est un pari à prendre, parce que le problème c'est que si vous remportez un pli, vous allez avoir des points négatifs. Et si vous pariez que vous allez en remporter 3 et que vous en remportez 2, vous allez aussi avoir des points négatifs. Et du coup il y a cet aspect là qui est hyper chouette. Ça met vraiment une bonne ambiance autour de la table. Le point négatif, comme tu l'as dit, c'est le scoring qui est un petit peu fastidieux, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Il faut le dire, c'est un petit peu fastidieux, mais sinon c'est vrai que on a fait des belles parties. On a eu des parties où il y avait vraiment une tension, on a vraiment rigolé, où on a râlé, et c'était vraiment chouette. Ça met une bonne ambiance, c'est vrai. Ça met une super ambiance. Mon numéro 5, c'est un jeu que malheureusement toi tu n'as pas trop apprécié. C'est un jeu de déduction dans lequel il faut trouver un code. Du coup voilà, c'est Turing Machine. Donc Turing Machine, c'est un jeu qui reprend grosso modo le principe du mastermind, mais c'est bien plus intéressant que ça, dans lequel vous allez devoir trouver un code. Pour trouver ce code, vous devez du coup constituer un code de 3 chiffres. Ce sera toujours un code à 3 chiffres que vous allez devoir trouver. Et comment on va faire? Eh bien, il y a des hypothèses au centre de la table. Donc déjà, il y a une mise en place très spécifique qui fait que vous ne devez trouver qu'un code pendant la partie en cours. Et vous avez des hypothèses à vérifier, du style
la valeur de bleu est inférieure à 3, la valeur de bleu est égale à 3, ou la valeur de bleu est supérieure à 3, c'est pas de logique, ou il y a plus de valeurs impaires que de valeurs paires dans le code, et en validant les hypothèses, bien vous allez trouver le code. Et comment on va faire? Il y a une carte qui est associée à cette hypothèse que vous allez mettre derrière votre code, et là vous allez voir apparaître soit une croix, soit un V. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas, et du coup vous avez votre réponse. C'est souvent ou pas. Mais oui, mais ça te permet aussi, si tu as mis plein de chiffres pairs et que tu vérifies et que tu as une croix, est-ce qu'il y a plus de pairs que d'impairs, du coup tu sais d'office qu'il y a plus de valeurs impaires. Tu vois, donc que ce soit un V ou une croix, tu as quand même une indication. Ça te fait quand même avancer dans ta réflexion. Je trouve que ce jeu, il est hyper original, il est hyper bien fait. Non, il est hyper bien fait, c'est incroyable le travail qu'il y a derrière ce truc-là. C'est hyper bien pensé. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut jouer soit tous en compète, soit tous coopératifs. On peut jouer en solo, on peut jouer aussi en équipe. On devrait essayer en coopète. En coop. En coop, bah oui, il faudrait essayer. C'est parce que moi j'aime bien jouer en compète. Donc on y a joué qu'en compète. Mais comme je suis nul, mais jouer en coop. Je devrais te faire tester en parce que coopératif. Le matos c'est bon. Oui, bah oui, non très mais... bien foutu, donc c'est pas ça, c'est la mécanique qui est compliquée pour moi. Il y a une certaine logique à avoir, hein. Donc c'est vrai que les gens qui n'ont pas la logique, ça va les frustrer. Ça veut pas dire que je suis teubé, hein. Bon. On va venir derrière l'écran. Il y a 20 défis dans cette boîte, mais il y a sur le site internet du jeu, il y a des millions de défis qui sont proposés, et il y a aussi un challenge quotidien qui est proposé, donc ça c'est toujours très très cool. Ouais, c'est très sympa, je trouve, comme c'est une super idée. Ouais. Mon numéro 4. Oui, ton numéro 4. J'étais en train de me dire, alors qu'est-ce qu'on attend? On t'attend. En fait non, mon numéro 4, yes, Trax quoi, ils ont géré, bravo Trax. Car déjà on aime bien les escape games, on aime bien Micro Macro, on aime bien les jeux de détective, les jeux d'investigation. Donc là, tout simplement, ce sont des enquêtes coopératives. Sonore. On a cette espèce de grande carte devant Siren Bay. Siren Bay avec des noms de rues choisis aux petits oignons. Via l'application, on lance le scénario. Il y a je ne sais plus combien de scénarios. Il y en a 15. Donc voilà, il y a un petit temps de jeu quand même sympa. Et on va suivre un peu le trajet de quelqu'un qui se fait soit embarquer dans une fourgonnette, qui est sur son vélo mais qui traverse la ville. Et donc c'est une disparition. On est agent. On est convoqué sur l'affaire et on doit partir sur Siren Bay pour retracer en fait le trajet de la personne en général. Voilà, l'unique chose qu'on a, c'est une trace sonore, et ça c'est vraiment chapeau parce que alors ça peut être assez costaud quand même pour comprendre les choses, mais sur la carte il y a pas mal d'indices. On va trouver des écoles, on va trouver des et puis il y a un paquet avec les caméras de la ville qu'on va pouvoir consulter aussi. Une caméra correspond à une carte, donc si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce carrefour-là, on va aller prendre la carte choisir caméra. La carte qui s'y colle. Et on trouve ou pas, hein, si on a bien compris où on était. Ce que je trouve qui est bien, c'est que voilà, il y a 15 enquêtes qui sont proposées dans le jeu, mais ils arrivent vraiment à se renouveler. C'est pas toujours la même chose. Ils exploitent bien toute la carte aussi. Et voilà, il y a des petits twists qui font que voilà, on n'a pas le sentiment de faire toujours la même chose au fur et à mesure des scénarios. Donc ça, c'est vrai qu'ils ont bien réussi ça. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. Je veux dire, et celui-là aussi, on y a joué en famille pendant les fêtes, et c'est vrai qu'on a passé, on a fait beaucoup de scénarios en famille. À ce moment-là, c'était un moment sympa. Ouais, trop. Alors, là, on est aussi sur un jeu que tu peux pas deviner puisque tu n'y as pas joué et que tu y joueras probablement jamais. Ah oui, 4h30. C'est ça, toute une après-midi, des choix très longs à prendre. Tu vois. Peut-être comme ça, laisse-moi deviner. Un petit peu comme ça, oui. Alors, ce jeu, c'est quand même le jeu expert qui a fait buzzer le plus cette année. Oui. J'y ai pas joué, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Ouais, c'est Ark Nova. Comment ne pas mettre Ark Nova dans un top de 2022? C'est presque impossible. On va devoir construire son zoo. Ça se base principalement sur un système de cartes. Chaque joueur a les mêmes cartes actions qui sont mises sur 5 emplacements de ton plateau personnel. Tu vas voir que en fonction de là où se situe ta carte, si elle est au numéro 1, 2, 3, 4, 5, tu vas pouvoir faire l'action correspondante à la carte qui va être plus ou moins puissante en fait. J'ai plus du tout les valeurs en tête, mais imaginons tu as la carte action qui te dit tu peux piocher des cartes.
elle est en numéro 1, bah peut-être que tu vas pouvoir piocher une carte. Ah oui. Par contre, si elle est à l'emplacement 5, là tu vas pouvoir prendre beaucoup plus de cartes. Et ça va être comme ça pour toutes les cartes. Quand tu joues une carte, tu vas devoir la remettre à l'emplacement numéro 1 et toutes les autres vont être décalées. Ce qui fait que plus tu n'utilises pas une carte, plus elle va prendre de la valeur en fait. Tu vois, tu vas faire une action plus puissante. Les cartes, tu vas pouvoir les upgrader à un moment donné dans le jeu. Donc tu vas les retourner et la carte va te proposer des choses plus intéressantes à faire. Par exemple, une fois que tu vas pouvoir l'upgrader, tu vas pouvoir construire des enclos d'animaux que tu ne peux pas construire tant que tu ne l'as pas upgradé. Et à côté de ça, tu as bien sûr plein de choses à faire. J'en ai pas parlé en cours d'année parce que je trouvais que j'y avais pas joué suffisamment que pour vraiment en parler en détail. Ben, j'ai toujours pas eu l'occasion de dire jouer vraiment, mais je peux vous dire que même si j'y ai pas joué beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé les sensations que m'ont procuré ce jeu. J'ai bien aimé cette mécanique centrale de cartes, ça me plaît beaucoup et en même temps je trouve que c'est assez facile à prendre en main pour un jeu comme ça où on va se dire waouh ça va être compliqué, on va oublier plein de règles, mais pas du tout en fait. On n'a presque pas besoin de retourner dans le livret de règles. Alors moi là, c'est vrai que j'en parle plus ou moins approximativement parce que ça fait longtemps que j'y ai joué, mais vraiment il est étonnamment assez facile à prendre en main, même si la thématique du zoo c'est quand même pas ce qui me plaît le plus, mais bon ça va, j'ai parlé d'un jeu sur la chasse donc je peux parler d'un jeu sur les zoo. C'est ça, j'allais dire, on parle de chasse, on parle de zoo. Voilà, c'est ça. Par contre, moi je trouve que c'est un bon jeu à 2 joueurs. Attention, il peut se jouer à plus, mais le risque que le jeu tire en longueur est beaucoup plus grand, à plus que 2. Du coup, je trouve que vous pouvez jouer à 3, vous pouvez jouer à 4, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais privilégier des parties à 2 joueurs, vraiment, pour que ça ne tire pas trop en longueur. Mais voilà, il n'y a pas de doute, c'est un des jeux de l'année. En termes de jeu expert, c'est sans doute le jeu de l'année. C'est une évidence, mon numéro 3. D'accord. Parce que tu sais que j'adore cette série de jeux. Ok, je sais c'est quoi. Tu peux le prendre. Et c'est faux! Non, non! Ah non, pardon, je sais, c'est quoi ton numéro 3? Ah bon? Oui. Et c'est vrai! Ah, comment j'ai deviné tout de suite? Suspect. Ouais. Ce jeu, parlons-en. Hein. Ce jeu il est trop bien, donc Suspect, on est encore sur de l'investigation, on est encore sur de l'enquête, on est encore... C'est vrai que juste avant il y avait Trax. C'est vrai que j'ai pas c'est un style que t'aimes bien. Je suis définitivement fan. Et ce jeu ne fait pas forcément 45 minutes. Ah, tu veux dire début de vidéo, je parlais que j'étais pas très long jeu, mais je peux très facilement faire des jeux qui pourraient durer beaucoup plus de temps qu'1h30 quand c'est de cette qualité-là. Pour moi, cette série de jeux, parce qu'il y a 2 boîtes au moins. Il y en a 2 pour le moment, oui. Faites-en plus. Pour moi. Oui, normalement il y en a d'autres qui sont. Parce que juste là depuis, j'attends quoi. Les enquêtes sont terribles, c'est trop beau. Enfin, c'est trop bien fait en fait. C'est bien raconté. En plus il y a une histoire. On se raconte les cartes. On a cette pile de cartes qu'on va tirer un petit peu les unes après les autres. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quand tu vas tirer une carte, dans la plupart des cartes, tu vas avoir des pistes à suivre. Voilà. Qui vont te demander d'aller chercher d'autres cartes. Tu as aussi des cartes qui vont se mettre côte à côte avec les autres. Et tu vas commencer à faire vraiment l'enquêteur quoi. Bon, on peut se planter facilement, mais j'ai que des bons souvenirs de Suspect. On passe toujours des bons moments quand on y joue. Oui, voilà, donc merci à l'équipe. Très cool. À mon avis, mon numéro 3, ça va être ton numéro 2. Ne me dis rien, mais je pense. C'est un jeu familial qu'on a beaucoup entendu parler cette année. C'est bon, c'est même. Je me doute. On y a fait jouer à beaucoup de gens. On adore sa simplicité. Est-ce qu'on l'aime? C'est un jeu avec des tuiles. Acropolis, voilà, c'est le jeu auquel on a le plus joué cette année. C'était pas Ark Nova, le jeu auquel on a le plus joué cette année, c'était Acropolis.
évident. C'est un jeu dans lequel du coup vous allez récupérer des tuiles pour construire votre cité. Mais sur les tuiles vous allez avoir plusieurs indications. Il y a des quartiers de couleurs. Ces quartiers de couleurs, en fait en fonction de leur couleur, vont scorer différemment à la fin de la partie. Par exemple les quartiers bleus doivent tous être adjacents. Donc si vous avez des quartiers bleus sur votre tuile, bah, vous allez essayer de les mettre les uns à côté des autres. Les quartiers rouges, eux, doivent être en bordure de la ville. Et si vous arrivez à superposer les tuiles, parce que vous allez pouvoir aussi jouer sur la hauteur, vous allez aussi gagner plus de points. Les tuiles, comment on va les récupérer? Eh bien, il y a une rivière de tuiles au centre de la table. Et la première tuile est toujours gratuite. Par contre, les autres tuiles vont vous coûter de l'argent qui est représenté par des petits cubes gris. La deuxième tuile, du coup, vous coûtera un petit cube gris, la troisième deux petits cubes gris, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que la première partie, on va peut-être juste choisir uniquement la tuile qui nous intéresse pour faire sa petite cité, chacun dans son coin. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des parties, vous allez aussi regarder le jeu de vos adversaires pour être sûr de ne pas leur laisser une tuile qui va leur faire scorer un maximum. Sur ces tuiles, je vous ai dit, il y a des quartiers, mais il y a aussi des places. Et bien les places, c'est des multiplicateurs, elles ont des petites étoiles, et plus vous avez de places, plus ça va multiplier les points que vous allez avoir avec les quartiers. Du coup, c'est hyper important d'en avoir, parce que si vous avez plein de quartiers bleus, mais que vous avez 0 étoile, ça fait autant de points fois 0, donc ça fait 0 points. Très mauvaise technique, Jean-Pierre. Voilà, tout à fait. C'est simple, c'est pas non plus révolutionnaire dans sa mécanique de jeu. Le matos, les tuiles qu'on superpose, superposer, on pas souvent. Non, superposer, c'est vrai. On ne trouve pas partout quand même. Non, c'est vrai. Et puis le thème, excusez-moi, la Grèce. Juste pour ça. Petite parenthèse. Voilà. Et on peut faire jouer les parents, on peut faire jouer les grands-parents, on peut faire jouer les enfants. Donc c'est ça qui est cool, c'est que c'est fédérateur, ça rassemble des gens de tout âge autour de la table. C'est beau ce que tu dis. Et c'est vrai. Je m'inspire. Oui. Je fais de la cuisine grecque depuis. Donc Acropolis, forcément, comme c'est le jeu qu'on a adoré faire découvrir autour de nous, qu'on a le plus joué cette année, forcément, il y a une belle place dans ce top de 2022. Du coup, au numéro 2, je suppose que... Et donc, mon numéro 2, Acropolis, pour toutes ces bonnes raisons, que je citerai peut-être un petit peu. Mais non, mais voilà, pourquoi il est deuxième, parce que... c'est rapide, les règles on les approprie très vite, et que ce soit les enfants ou les parents, tout le monde va le comprendre, et tout le monde va pouvoir jouer, va vouloir rejouer une deuxième fois et une troisième fois, et parce que ça nous prend quoi. Donc encore une fois un beau jeu qui m'a énormément plu, et à mon avis qui ressortira très souvent encore quand c'est l'occasion. Ouais, je suis d'accord. Mon numéro 2, super bien classé, c'est Challengers. Challengers, ça a été la grosse surprise, de la fin d'année 2022. Jouer à Challengers. Je tenais pas cher de sa peau, parce que franchement, c'est un jeu qui se base sur le principe de la bataille. Ah oui, oui. Ouais, vendu comme ça. Mais si, c'est ça. Oui. Le jeu, c'est une bataille. Donc, l'intérêt est limité quand même. Et au final, franchement, c'est une grosse tuerie ce jeu. C'est un jeu qui se joue en tournoi et qui peut se jouer jusqu'à 8 personnes en simultané. Donc ça c'est top, parce que vous soyez 2 ou que vous soyez 8, ça ne change rien au niveau du temps de jeu, parce que chacun va être occupé sur son tournoi. Donc vous avez un tapis en néoprène qui va opposer 2 adversaires, et il y a jusque 4 tapis. Donc si vous êtes 8, vous allez avoir par tapis 2 adversaires qui s'affrontent. C'est du simultané, donc on perd pas de temps, c'est super bien. Vous avez votre petite carte de tournoi qui va vous dire à cette manche-ci à qui vous allez être opposé. Ça définit l'ordre des joueurs. Du coup, vous allez dire, voilà, j'ai fini mon tournoi, maintenant où je dois aller. Et du coup, vous allez vous lever et vous placer du côté du tapis qui vous est indiqué. À la Queen Gambit, quoi. Oui, si tu veux. Comment va se passer un tournoi? Eh bien, on a notre paquet de cartes qui va être face cachée. On va révéler une carte, comme une bataille. Et le premier qui révèle sa carte va choper le drapeau. Et puis l'adversaire va devoir au moins égaliser la valeur de notre carte pour pouvoir prendre le drapeau à son
tourne. Et donc le drapeau, il va du coup changer de camp comme ça pendant tout le tournoi. Donc ça peut sembler inintéressant au possible, sauf que avant de faire ça, avant la phase de tournoi, vous avez une phase de construction de deck et du coup vous allez pouvoir piocher des cartes pour en ajouter, aussi vous défausser de cartes trop faibles qui vous encombrent, parce que attention, il faudra faire attention à ne pas avoir trop de cartes de challengers, parce que il y a deux façons de perdre, soit vous n'arrivez pas à choper le drapeau de votre adversaire parce que vous n'avez plus de cartes à jouer, du coup votre adversaire gagne, ou en fait à chaque fois que vous allez perdre le drapeau, les cartes que vous aviez jouées, elles vont sur votre banc. Et si vous avez joué deux cartes similaires, elles s'empilent, donc elles ne prennent pas de places différentes. Mais plus vous allez jouer de cartes qui sont différentes, plus elles vont prendre des espaces sur le côté. Et si à un moment, il n'y a plus d'espace disponible, et bien vous perdez, même si vous avez encore des cartes pour jouer contre votre adversaire, s'il n'y a plus de place sur le banc, c'est fini, on perd. Ça met une super ambiance. Ça a fonctionné avec tout le monde, tous les gens auxquels on... Les cartes, elles sont mignonnes. Alors le design, c'est clair qu'il y a un parti pris qui est assez audacieux. Ouais, c'est enfantin, en même temps, on est dans le thème. Justement, il y a un petit côté... J'en vois mon Pokémon, tu vois. Ouais, c'est un peu Pokéball, quoi. Oui. Attaque éclair. Ça, c'est cool. Oui. Donc, d'ailleurs, le gros canard, il est bien, je trouve. Franchement, il est cool. Mais lui, il gagne toujours avec son canard. Ouais, moi, mon canard, c'est mon Pikachu. Ouais, je me doute que c'est ton numéro 1. Alors qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de geek? Et au final, enfin, que j'ai eu la curiosité de jouer avec toi. Et en fait, no regrets. Parce que clairement, c'est complet. Ça se joue à 2. Ça se joue à 8. Vraiment, tout le matos c'est bien. La mécanique de jeu, elle est terrible. Donc, ça ne pouvait être que mon numéro 1. Ouais. Et en plus, toi, comme tu le disais, t'adores le deck building. Et c'est vrai que des bons jeux de deck building cette année, à part celui-ci, vous me direz en commentaire si vous en connaissez qui sont sortis. Mais franchement, moi, avant qu'on joue à celui-là, cette année, j'ai pas vu des masses de bons jeux de deck building sortir. Hein. Et donc, moi non. Moi non plus. T'en as plus. Donc heureusement qu'il y avait celui-là quand même, où il y a du deck building et effectivement du coup il se retrouve en numéro 1 de ton top. Ouais, bah oui. Très bien. Je sais pas c'est quoi mon numéro 1. Bah attends, laisse-moi 2 secondes. Il y en a beaucoup que je vois numéro 1 chez toi du coup en fait. Donc, non, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Et bien sûr, je suis étonnée que Sleeping Guts ne se soit pas retrouvé à aucun moment dans ton top. Alors je sais que on n'a pas pu aller explorer très très loin pour le moment, parce qu'en fait le truc c'est que c'est vrai qu'on a déjà joué à quelques parties. Bon, récemment, pas beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on avait le matos en anglais et que l'anglais, en fait, surtout dans le livret de découverte, est un anglais littéraire. Ouais, c'est un anglais avec so British. Beaucoup de termes qu'on ne connaît pas, puisque moi, je me débrouille très bien en anglais, mais bon, l'anglais littéraire, clairement, je le connais pas. Et du coup, on comprend à chaque fois l'idée de l'extrait narratif, c'est pas ça, mais du coup... Je pense pas vraiment dans l'histoire. Voilà. Elle est moins... Toujours est-il que Sleeping Guts, c'est un jeu extraordinaire. C'est un jeu narratif, coopératif, d'exploration. Avec votre bateau, vous vous êtes perdu. Vous ne savez pas où vous êtes, mais vous êtes dans un autre monde en fait. Et vous allez devoir réveiller les dieux et retrouver les totems pour qu'ils acceptent de vous renvoyer chez vous. C'est un jeu d'exploration qui est vraiment ouvert. Vous allez avoir une carte avec plusieurs pages. Vous allez explorer pour trouver justement des réponses à pourquoi vous êtes là, comment faire pour partir. Vous n'en avez aucune idée à la base. En explorant, vous allez devoir faire parfois des tests de compétences. Vous allez tomber sur des ennemis qu'il va falloir combattre. Vous allez vous retrouver à une porte, on va vous demander est-ce que vous avez la clé, non mince j'ai pas la clé. Du coup il faut noter que, ah oui attention, là il y avait une porte, ça veut dire qu'il y a une clé à trouver quelque part. Et quand vous regardez aussi les illustrations, les cartes, déjà c'est super joli de 1, cette boîte est la plus jolie que j'ai dans ma ludothèque et de loin. Le Sleeping God en dorure. En dorure, mais attention que la dorure c'est que la version anglaise, la version française n'a pas cette dorure. Ouais je sais c'est dégueulasse pour les français. Du coup sur la map sur laquelle vous allez évoluer avec le petit bateau, vous savez quand vous regardez attentivement il y a déjà des petits détails, donc avant d'aller explorer
vous pouvez vous dire, là, ça a l'air de, ça sent mauvais là. Est-ce qu'on va vraiment s'arrêter là avec le bateau ou est-ce qu'on va pas aller plus loin? C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Vous allez aller sur certaines parties de la carte où il y a des tempêtes aussi et vous allez devoir faire un test de compétence avant d'avoir fait votre action d'exploration parce que vous entrez dans une mer agitée. Il est très complet ce jeu. Hein. Il est très complet. La narration elle est cool. L'aspect narratif c'est. L'aspect narratif est cool et en même temps c'est pas des textes, c'est pas des gros pavés de texte. Hein. C'est juste ce qu'il faut pour vous mettre, pour amener le test de compétence ou le monstre que vous allez combattre. À deux, nous on se répartit les membres d'équipage et puis il y a la capitaine qui se partage entre tous les joueurs. Il y a bien sûr des façons de perdre dans le jeu, qui n'est pas si simple que ça quand même. C'est pas si facile, ça met quand même des petites embûches sur le chemin. C'est pas un jeu qui est simple. Non. Si, c'est simple à comprendre, mais c'est vrai que le jeu se laisse pas faire, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça que je voulais dire. Tu peux vite avoir des ennemis sur la tronche. Oui. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a deux façons de perdre. Non seulement, si votre bateau a des dégâts dans toutes les pièces du bateau, eh bien c'est la fin. Ou si tous les personnages sont sonnés, on va dire, il n'y a pas de notion de un personnage va mourir. C'est juste qu'il est sonné. Si tous les personnages sont sonnés en même temps, eh bien c'est la fin également. Comme je le disais, nous, on n'a pas encore exploré beaucoup, mais j'ai vraiment hâte qu'on s'y mette vraiment et qu'on continue l'histoire, qu'on arrive au moins à choper un totem, parce que ça ne nous est pas encore arrivé. Je l'avais découvert l'année passée dans le cadre de la campagne de financement participatif. Je l'avais adoré et ici c'est l'occasion de vous en reparler puisqu'il est sorti en décembre 2022, donc il avait forcément sa place en première position. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice d'établir un top 10 des jeux de société et de participer à cette vidéo parce que c'est ta première vidéo YouTube aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est très compliqué de faire un top 10. Au début, je m'étais dit, est-ce que je vais trouver 10 jeux? Parce que je suis assez compliqué. Je pourrais être compliqué, mais finalement, j'ai trouvé bien plus que 10 jeux, donc ça, c'est très bien. 2022 a été une bonne année en bon jeu pour moi. Et faire mon top 10, c'est un exercice. Donc, moi, je dirais que je suis déjà curieux d'être invité pour la prochaine. Ok, c'est cool alors, si ça t'a plu, ça me fait très plaisir. Sauf si le public ne veut pas voir un grec sur tes prochaines vidéos, je peux comprendre. Vous nous dites, dites-le en commentaire et abonnez-vous. Enfin, abonnez-vous et dites-le en commentaire, peu importe. Moi, ça m'a fait très plaisir de t'avoir aussi. C'est vrai que je savais pas non plus que tu allais trouver 10 jeux, parce que c'est vrai que t'es assez compliqué, mais au final, ça va. Oui, ça s'est très bien passé. Alors, tu te disais que 2022 avait été une très bonne année. Moi, honnêtement, au départ, le top, vous imaginez bien que j'y pense assez longtemps à l'avance. Et j'ai envie de dire, heureusement que vers la fin d'année, il y a eu beaucoup de bonnes sorties. Parce qu'il y a beaucoup de mes jeux qui se retrouvent du coup dans les jeux qui sont sortis en fin d'année. Sleeping Gods, Tiletum, Challengers, ce sont même Splendor Duel, il est sorti en octobre, donc plutôt quand même vers la fin de l'année. Et parce qu'au début de l'année, je dois dire que j'avais, c'était un peu, je me suis dit, 2022, ça va pas être un bon cru. Et puis finalement, ça va, il y a eu beaucoup de bonnes sorties vers la fin, donc voilà. Que nous réservera 2023 ? On ne sait pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient les jeux qui ont marqué votre année 2022, si vous en avez en commun avec moi. Et puis je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires sur les précédentes vidéos, que ce soit directement en commentaire de la vidéo ou par message privé. Ça m'a fait super plaisir et ça m'encourage pour la suite. D'ailleurs, en parlant de la suite, je peux déjà vous dire que fin de cette semaine, il y aura une prochaine vidéo. Il y aura aussi des guests dans cette vidéo, mais je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, et bien abonnez-vous aussi. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!